invite, vous le ferez sans doute à la fin de cette conférence, à regarder, si vous entrez Ego donc sur un moteur de recherche, n'importe lequel, et regardez les images qui sortent. Et quand moi j'ai fait cet exercice-là, je ne citerai pas le nom de l'explorateur, en tout cas du moteur de recherche, j'ai vu des images extrêmement violentes en fait. Donc j'ai vu par exemple un ballon qui va éclater sur lequel il était marqué Ego. J'ai vu un panneau, vous savez, défense de stationner. On avait remplacé le défense de stationner par Ego, défense d'Ego ici. On refuse l'Ego à cet endroit-là. Il y a quelqu'un qui shoot dans Ego, qui envoie le E. Donc très loin, il ne reste plus que le go, vous voyez. Donc ça veut dire que le E de Ego, c'est quelque chose qui freine. Donc c'est un boulet. À un moment, vous avez quelqu'un qui est enchaîné avec un boulet comme ça, et puis sur le boulet, il y a marqué Ego. C'est des images extrêmement fortes comme ça, vous voyez, extrêmement puissantes, extrêmement violentes quand même, qui vous assaillent, qui vous agressent. Et là, vous vous dites qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de l'ego quand même. L'ego, en tout cas, n'est pas un sale type. N'est pas le sale type que toutes ces images voudraient colporter, voudraient nous convaincre qu'on est. C'est comme s'il y avait à l'intérieur de nous, finalement, la plus mauvaise part de nous-mêmes qui serait là, un peu comme Alien. Vous voyez, le film Alien, cette créature infâme qui est là, dont il faudrait se débarrasser. Donc, sauf qu'en travaillant sur le sujet de l'ego, ça a été dit par l'un ou l'une d'entre vous tout à l'heure, l'ego, ça veut dire moi, ça veut dire je. Donc, c'est assez neutre, en fait, en termes d'étymologie latine, ça veut dire moi, ça veut dire je. Donc, suivez-moi bien parce que je vais suivre un raisonnement logique qui a été celui du début de l'écriture du bouquin. Ça a été la chose suivante. Donc, j'ai récupéré ce qu'on appelle un syllogisme au sens d'Aristote. Donc, je veut dire, l'ego veut dire je, veut dire moi. L'ego est un sale type. Donc, je suis un sale type. J'ai récupéré ce paradoxe, en fait, avec une violence absolument terrible. Je me suis dit, il y a quand même un problème avec l'ego, parce que je pensais que j'étais plutôt quelqu'un de pas mal, et là, je suis en train de récupérer, finalement, quelque chose qui me dit que je suis un sale type. Donc, je me dis, il y a deux choses. Soit l'ego est mal nommé, soit il est mal défini. Et donc, à partir du moment où les images que je vous ai décrites tout à l'heure, c'était des images plutôt de rejet, eh bien, ça veut dire que c'est comme, étant donné que l'ego veut dire moi, c'est comme si je devais me rejeter, c'est-à-dire me renier, et donc me faire violence à moi-même et carrément m'installer dans une sorte de logique de guerre civile intérieure. Donc, je me suis dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Il y a quelque chose à faire avec ça parce que tel qu'on me le sert, en tout cas l'ego, je ne peux pas travailler avec ça. Et de toute façon, je ne peux pas installer la paix intérieure sur la base d'une guerre civile, en fait, d'une guerre avec moi-même. Donc, il y avait un paradoxe qu'il fallait absolument que je lève. Deuxième message que j'aimerais vous faire passer, l'ego, c'est une ancre. C'est pour ça qu'il y a cette notion de poids, mais c'est pas un mauvais poids, c'est un bon poids. C'est-à-dire que c'est une ancre. L'ancre, ça permet aussi au bateau de ne pas dériver, de ne pas, par exemple, aller s'écraser sur les rochers. Donc, c'est une ancre, l'ego, qui permet de vivre sa vie incarnée. Et parfois, je pose la question à ceux que je coach ou que j'accompagne, mais posez-vous 30 secondes la question à ceux qui auraient éventuellement une image négative de l'ego. Que serait une vie sans ego? Ouais, on serait pas sur Terre, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où l'ego, c'est je, s'il n'y a pas de jeu, il y a forcément quelque chose qui est complémentaire au jeu, c'est-à-dire soit quelque chose de global ou quelque chose qui n'est pas là. Et donc, moi, l'image à l'époque qui m'était venue, et toutes les images sont bonnes, c'est l'image un peu d'une montgolfière, vous voyez, quelque chose qui s'élève comme ça, qui n'est plus sur le sol, et qui part sur des plans un peu subtils, ou en tout cas qui n'est pas là, en fait. Donc, l'ego, faut véritablement, en tout cas, moi, je le dis avec mes mots, donc c'est quelque chose qui, évidemment, nous identifie, et surtout qui nous permet de nous incarner et de vivre à l'horizontale notre vie d'homme ou de femme, en fait. Et sans ego, c'est une vie éthérée. C'est une vie, alors qui peut être aussi une vie, mais à ce moment-là, on travaille sur d'autres plans. Et à ce moment-là, c'est une vie beaucoup plus monacale, c'est une vie érémitique, comme on dit, c'est-à-dire que on se retire de la vie des hommes. Si on se retire de la vie des hommes, il n'y a pas de problème pour ne pas avoir d'ego, parce qu'un ermite, par exemple, ou un moine, lui travaille sur des plans de globalité où sa propre personne, finalement, n'est pas utile pour vivre sa vie d'homme ou de femme. Et c'est ce qui distingue sans doute un moine de quelqu'un qui vit dans le siècle, comme on disait autrefois, les séculiers, les réguliers. C'est quelqu'un qui est moine ou ermite, c'est quelqu'un qui travaille sur des plans subtils pour
lequel l'enveloppe n'est pas importante. Mais à partir du moment où, et vous et moi, on décide de vivre une vie incarnée, c'est-à-dire sociale, donc avec soi, avec les autres, avec le monde incarné tel qu'il existe, eh bien, on a besoin de cet ego-là pour avoir une enveloppe et entrer en interaction avec l'autre. Et en fait, l'ego m'a fait penser à une montagne. Parce qu'à partir du moment où je me considère moi, eh bien, je me considère un peu comme une montagne, et vous comme moi, eh bien, on est allé en montagne, et dans une montagne, il y a le versant que l'on connaît de la montagne, il y a le versant que l'on ne connaît pas. Il y a un troisième versant qui est le versant lumineux, et ensuite il y a un versant qui est le versant de l'ombre. D'accord? Donc, voilà. Et donc, vous avez 4 versants comme ça dans une montagne. Et c'est là que je me suis rendu compte que plutôt que de considérer qu'il y avait qu'un seul type d'ego, eh bien, en fait, il y a plusieurs types d'ego. Et à l'image de la montagne, il y a l'ego que l'on connaît, l'ego que l'on ne connaît pas, un ego lumineux plutôt, on va dire, je vais commencer d'abord un ego plutôt obscur qui est l'ego de séparation, ça a été dit par l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose qui a tendance à me séparer de l'autre. Mais il y a aussi des forces d'unification qu'on a tendance à oublier, qui aussi me réunit, me donne envie finalement d'aller vers l'autre. Et donc, il y a tout ça dans la montagne de l'ego. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que les 2 grands courants qui parlent de l'ego, vous en avez 2, c'est le courant oriental, spirituel du bouddhisme, par exemple, qui nous dit que l'ego, c'est une illusion, d'accord, et qui nous parle que de la lumière. Et vous avez aussi la psychanalyse qui parle beaucoup d'ego, notamment par rapport au soi, etc. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte que le malentendu provenait du fait que les psychanalystes ne retiennent que le versant de la séparation de la montagne et de l'ego. C'est pour d'où les images un peu violentes que je décrivais tout à l'heure, hein, où l'ego, c'est un peu le sale type et le bad boy de l'histoire. Et puis vous avez l'Orient et le bouddhisme qui considère, par exemple, qu'il n'a retenu sur l'ego que le versant lumineux de la montagne en oubliant tout le reste. Et donc, ce qui m'a paru intéressant dans la réflexion, en tout cas, que j'ai menée là-dessus, c'est de considérer que, eh bien, on forme ce tout-là, on est toute la montagne, et à considérer qu'une partie de la montagne, eh bien, je crois qu'on passe à côté fondamentalement du concept de l'ego, parce que de temps en temps, pour provoquer un peu ceux qui sont dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, notamment ceux qui ont tendance à considérer que l'ego, c'est un peu un sale type, à ce moment-là, je les provoque, un peu à l'image de Socrate. C'est le principe socratique et la maïeutique de Socrate, et qui dit, finalement, je leur pose la question, comment appelles-tu un ego qui donne 1 euro à un mendiant? Comment appelles-tu un ego qui aide une personne âgée à traverser la route, ou un ego qui s'engage sur une cause humanitaire, etc. Et là, ils sont très ennuyés parce qu'ils ont finalement en background, comme ça, en arrière-plan, cette vision très négative de l'ego. Et à ce moment-là, ils commencent à comprendre que finalement, le costume, il est mal ajusté, et que l'ego, il est mal défini, en fait. Parce que il n'est pas concevable que l'ego soit quelque chose de plutôt sympa. On n'a jamais dit à quelqu'un, bravo, t'as un bel ego. Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu. Personnellement, je l'ai jamais entendu. Je te félicite, t'as un bel ego. Donc, il y a une sorte d'oxymore là-dessus. Bel et ego, ça marche pas ensemble, en fait. L'ego, en fait, c'est pas une variable statique. C'est au contraire une variable dynamique. Et ça prend tout son sens. Ça veut dire qu'à partir du moment où quelque chose est dynamique, on peut s'en servir pour le faire bouger. Et ça, c'est un peu le message d'espoir ce soir, c'est que c'est pas une donnée fixe, mais l'ego, au contraire, c'est quelque chose qui peut se bouger, qui peut se mouvoir, et qui peut évoluer, en fait, hein. Donc, c'est pas un boulet statique que l'on aurait en soi, c'est au contraire quelque chose de dynamique que l'on peut faire bouger à l'intérieur de soi. Donc, ça peut être un outil ou une méthode d'évolution qui va nous aider à prendre conscience, qui va nous aider à avancer, un peu comme le partenaire des arts martiaux. Et c'est pour ça que j'ai fait allusion à ma pratique martiale, c'est que lorsque vous êtes sur un tatami, la personne qui est en face de vous, c'est pas celui que vous devez massacrer et faire disparaître, d'accord ? Un partenaire martial, c'est quelqu'un qui bouge avec vous, qui évolue, qui vous fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Dans les arts martiaux, c'est quoi? C'est vos appuis, prendre conscience de son corps, prendre conscience de la façon dont on bouge, améliorer sa motricité, sa coordination, son déplacement dans l'espace, se voir, se sentir, ce qu'on appelle la proprioception, voir comment l'autre évolue, apprendre à entrer en interaction avec l'autre, à gérer sa peur. Voilà, les arts martiaux, c'est tout ça. Et le partenaire, il apprend tout ça.
Et donc, il nous fait prendre conscience justement de tout ça. Il nous fait prendre conscience, par exemple, qu'un coup de poing, ça fait mal, par exemple, vous voyez. Donc, et éviter, comment éviter la douleur, comment gérer la douleur. Donc, il y a beaucoup de choses dans les arts martiaux. Et pour moi, j'ai trouvé un parallèle très fort entre le partenaire qui est en face de moi, lorsqu'effectivement, à l'époque, parce que j'ai arrêté les arts martiaux, qui était un peu trop martial, enfin qui sont un peu trop martial pour moi aujourd'hui, et donc je suis dans une logique beaucoup plus de réconciliation et d'harmonie aujourd'hui. Et donc l'ego, en tout cas, c'est vraiment le parallèle, il est très fort entre la relation que j'entretenais à l'époque avec un partenaire martial et celle que j'entretiens aujourd'hui avec mon partenaire de vie que j'appelle l'ego en fait. La raison pour laquelle je ne parle plus d'ego, mais je parle de voie de l'ego. Et donc j'ai abouti donc à cette matrice que j'appelle le carré de l'ego, où on voit que vous retrouvez en fait ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'il y a un ego inconscient, c'est-à-dire que c'est vraiment la partie cachée de la montagne. Il y a un ego conscient, c'est la conscience que l'on a de ce que l'on est. Et puis ensuite, il y a un ego de séparation et il y a aussi un ego d'unification. Et donc, le but du jeu, quand je parle de voie de l'ego, c'est de passer de plus en plus de l'inconscient au conscient, et aussi de la séparation vers l'unification. Voilà la grande histoire finalement que vient nous raconter l'ego, et il nous interroge, il nous interpelle, et il nous dit, souvenez de Socrate qui disait « Où cours-tu toi qui sais où tu cours ?» Et là l'ego il dit la même chose, il dit « Où es-tu toi qui penses savoir où tu es ?» Et là vous avez les 4 grandes étapes du grand jeu de la vie, et l'ego il est là pour venir nous aider à prendre conscience à la fois de qui on est, de où on se trouve, et également donc de nos points forts, mais aussi de ce qu'il nous faut, de ce qu'il nous faudrait, parce que l'injonction n'est pas de mise ici, mais ce qui serait intéressant que l'on travaille pour se rapprocher de plus en plus de 2 choses, de l'unification, de l'unité dont parlent tous les textes sacrés en fait, et spirituels si j'ose le mot. Donc concrètement le cheminement, et puis que tout cela, ça devienne de plus en plus, non pas mental, conscient, mais de plus en plus inconscient, c'est-à-dire qu'on devient quelque part, et je pense que je dois avoir une autre planche là-dessus, qui est une autre interprétation de ce que je vous raconte, et qui est celle-là, et j'espère que vous voyez concrètement ce que je vois, où finalement, eh bien, l'idée, c'est véritablement de ramener au maximum les peurs inconscientes, les instincts, les actes réflexes, ce type de choses, c'est-à-dire tout ce qui est enfoui dans notre inconscient, le ramener à la conscience. Pourquoi ? Parce que si c'est pas ramené à la conscience, on peut pas travailler dessus en fait. Donc en faire un matériau exploitable, donc ramener au maximum donc les peurs inconscientes, les blessures, pourquoi pas les mémoires, donc que ça devienne conscient et de plus en plus, et à un moment de le faire basculer sur la droite. Donc, en amour conscient, d'accord, donc au travers de ses actes, ses pensées, etc. Et ensuite, progressivement, par éventuellement le travail et tout ce que vous pouvez également donc travailler par ailleurs en amour inconditionnel et inconscient. C'est que l'ego est un révélateur en fait et un coach de vie. Et en fait, en préparant cette conférence, ce que je me suis dit, c'est que souvent on cherche des coachs, des partenaires, des conseillers à l'extérieur de soi. Eh bien, le message de ce soir, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous avez à l'intérieur de vous, nous avons, chacun d'entre nous à l'intérieur de nous, notre meilleur conseiller, il est dedans. Et pour moi, en tout cas, alors, on peut l'appeler l'ego, on peut l'appeler comme on veut, mais je pense qu'on a à l'intérieur de soi quelqu'un qui nous veut du bien, quelqu'un qui aimerait bien qu'on avance sur le jeu de la vie que je vous ai rapidement décrit à l'instant, et celui-ci pourrait s'appeler l'ego, si vous en êtes d'accord. Donc, si on veut mettre 3 lettres sur ce concept. Donc, voilà, c'est un coach de vie, c'est un partenaire, c'est un conseiller, c'est un ami. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le héros dans le bouquin, vous voyez, mon ego, ce héros, parce que grâce à lui, il va m'aider finalement. À l'intérieur de nous, il y a une sorte de héros potentiel qui ne demande qu'à nous réaliser, en fait. Mais également, il ne faut pas oublier les points forts, avoir conscience aussi des points forts et des qualités, j'appelle ça des singularités et des exceptionnalités qui sont les vôtres. Et je trouve que, notamment en Occident, et encore plus en France, on n'insiste pas suffisamment sur les exceptionnalités de chacun, que j'appelle dans un outil qui est détaillé dans le bouquin, c'est don, en fait. Don, ça veut dire donner, ça nous a été donné, donc on a chacun d'entre nous des exceptionnalités, et l'ego, il est là aussi pour nous les révéler. Et l'histoire de l'ego et la voie de l'ego, en fait, c'est l'histoire d'une réconciliation
au début, effectivement, on n'a pas conscience de tout ça, hein, de notre ego de séparation, de notre ego d'unification. Donc, on n'a pas toujours conscience des points sur lesquels on doit travailler. On n'a pas conscience de ses exceptionnalités, de ses dons. Et donc, il faut raccrocher les morceaux comme ça. Vous voyez, il faut tout accepter et tout éclairer et pour avoir un peu comme une pièce un peu obscure. À un moment, on met une lampe de poche, vous voyez, puis on éclaire toutes les directions, de telle sorte que voilà, il y a quasiment plus aucune zone d'ombre en fait, ou le moins d'ombre possible en fait. Hein. Donc tout est éclairé. On se réconcilie avec tout ce que l'on est. On met à la lumière le maximum de choses. Pourquoi? Parce que plus on est à la lumière et plus on peut travailler en fait. Hein. Plus on peut devenir travailler sur soi. Et donc, soi devient un matériau de travail, d'évolution et d'avancement. Et donc, première réconciliation, donc réconciliation des égos, de séparation et d'unification. C'est pour ça que l'homme séparé devient l'homme réparé. Quand je dis homme, évidemment, il y a aussi femme, bien sûr. Donc, l'homme séparé qui devient l'homme réparé. Ensuite, finalement, c'est parce que je suis réparé que je peux m'ouvrir aux autres, parce que vous allez voir tout à l'heure que il est difficile de s'intéresser aux autres tant que soi-même on n'est pas à un minimum solide. Donc c'est l'homme socialisé. Ensuite, effectivement, on commence à ça. Ensuite, on se globalise de plus en plus comme ça, et à ce moment-là, on se planétise. Hein, donc l'homme globalisé avec tous les phénomènes de l'environnement, de la planète, etc. Et ensuite, éventuellement, si on veut rajouter des couches, mais à ce moment-là, on peut rajouter l'universel dont nous parlent les spiritualités. À chaque grande étape, j'ai donné un nom un peu différent à l'ego. Vous voyez qu'en bas à gauche, il y a le non-ego obscur. Ça, c'est toutes les personnes qui ne se posent pas de questions finalement. C'est-à-dire que l'ego, il reste là où il est, un peu dans la cave. En haut à gauche, donc ça, c'est l'ego natif. L'ego natif, c'est le petit jeu, c'est-à-dire c'est à partir du moment où je prends conscience de qui je suis et qu'il y a quelque chose à faire avec ça. C'est la prise de conscience, c'est un peu dans les trigrammes du taoïsme, c'est le tonnerre, hein, c'est-à-dire la foudre, c'est oui, je suis saisi comme ça par la foudre et je prends conscience qu'il y a quelque chose à faire, que l'ego est un matériau évolutif et que je peux travailler avec ça. Donc je l'appelais l'ego natif. Ensuite, puisque je sais que je peux travailler dessus, eh bien à ce moment-là, je travaille sur moi. Le petit jeu devient le grand jeu. Notamment, je sais qui je suis, où je vais, quelle est ma mission de vie. Dans le taoïsme, on appelle ça Tianming, c'est-à-dire le mandat céleste, c'est-à-dire le ciel m'a demandé, effectivement, je suis pas né sous la forme d'un taureau ou d'un mouton ou d'une plante verte. Donc je suis qui je suis, et c'est ça que dit l'ego. Et notamment dans la tradition taoïste, on nous dit que a priori, le lombric, il est fait pour être lombric. Hein, dans le taoïsme, on appelle ça sa nature céleste. Eh bien, chacun d'entre nous, on a une nature céleste qu'il est important pour les taoïstes, en tout cas fondateurs, de connaître et d'identifier et de reconnaître. Et ça, c'est ce que j'appelle l'ego réalisé, c'est-à-dire je connais ma nature véritable, je connais ma mission de vie. Et si j'ai des dons, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment ou à un autre. Donc là, je reste persuadé qu'on ne naît pas depuis une ardoise blanche parce qu'on est tous différents. Donc, si on est différent, c'est pas pour rien, sinon on serait des clones. Et donc, on a vocation à devenir le potentiel de nous-mêmes. Ce potentiel de nous-mêmes, eh bien, je l'ai appelé l'ego réalisé, on pourrait l'appeler autrement. Et donc, c'est une sorte de grand jeu. Et une fois que je sais qui je suis, c'est un peu comme un arbre. L'arbre, il est capable de dire s'il est un pommier, un poirier, un cerisier. C'est ça l'ego réalisé. Je sais quelle est ma variété d'arbres. Et à partir du moment où je sais qui je suis, je peux apporter mes fruits au monde. Vous voyez, c'est une image végétale que je vous livre, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, la question de l'ego, au niveau de l'ego réalisé ici, c'est de dire quel arbre suis-je? Quels sont les fruits que je suis susceptible d'apporter au monde, en fait, hein, et puis à m'apporter moi-même, et puis à apporter au monde. Et une fois que je sais quel arbre je suis, que je me suis suffisamment bien fortifié avec de belles branches, un fût droit, etc., que mon ego est réalisé, à ce moment-là, je peux entrer en connexion avec le monde et apporter effectivement aux autres les fruits qui sont les miens. Et donc, à ce moment-là, je peux devenir égo-serviteur et me mettre au service des autres. Et le jeu, évidemment, devient nous, dans la mesure où, évidemment, tout ça, ça se marie en bonne intelligence. Et puis, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien, l'arbre grandit encore davantage. Et à ce moment-là, eh bien, l'arbre entre en communication et en communion peut-être avec le ciel au travers de la photosynthèse et au travers éventuellement d'autres choses. Et si je dois prendre, par exemple, une autre image pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais prendre l'image, par exemple, du diamant qui est au fond d'une grotte.
Donc, si je suis dans le cadran en bas à gauche, 0, bah, le diamant, il est au fond de la grotte, personne ne l'a jamais trouvé, personne ne le trouvera. Et le diamant lui-même, il ne sait même pas qu'il est diamant et il ne sait même pas qui il est, où il est vraiment dans l'obscurité la plus totale. En haut à gauche, l'ego natif, c'est quoi? C'est la prise de conscience que je suis diamant, en fait. Et qu'il y a quelque chose à faire avec ça, que je suis pas qu'un bout de charbon, je suis diamant, et donc il y a une évolutivité derrière, une prise de conscience que je peux me modifier, que je peux me transformer. Donc, et là, il y a une forme d'alchimie naissante. À droite, c'est l'ego réalisé. À ce moment-là, le diamant, eh bien, par le travail que j'ai pu accomplir, par la pratique, chacun la sienne, eh bien, le diamant, on va commencer à tailler les facettes, et donc il va commencer à briller. Et donc le diamant devient diamant, d'accord? Et on taille notre diamant. Et ensuite, un diamant pour un diamant, c'est pas très intéressant. Le diamant, il est là pour être offert. Et donc, parce que le diamant, justement, hein, le diamant, c'est le symbole de l'alliance, hein, c'est le symbole de la communion de deux êtres, par exemple. Donc, on voit bien le lien qui existe dans le don que l'on peut faire du diamant que l'on a taillé, en fait. Hein. Et donc, il devient serviteur. Et ensuite, le non-égo ou l'égo lumineux, que j'ai appelé aussi l'égo lumineux, je l'ai appelé aussi l'égo sublimé. Dans le livre, c'est-à-dire c'est une sorte de non-égo en fait, d'abstraction de l'ego, parce qu'à un moment aussi, on peut vivre ces expériences où, et bien le sentiment de totalité, hein, on appelle ça des expansions de conscience, où l'ego finalement ne devient plus utile en fait, hein, est inutile dans la mesure où l'ego n'existe plus et on devient un être globalisé. Lorsque on éprouve une expérience de totalité et d'expansion de conscience, l'ego est trop petit en fait pour contenir l'infini et l'absolu. Donc à ce moment-là, bah, l'enveloppe de l'ego se déchire et à ce moment-là, c'est un autre état qui s'installe. Que Jung a appelé le soi, que les traditions, notamment en Orient, on appelle voilà l'illumination, l'immortalité, etc. Donc voilà, et à ce moment-là, je l'ai appelé avec mes mots qui sont très prosaïques là pour le coup, le non-égo, l'ego lumineux ou l'ego sublimé, plutôt l'ego sublimé. Voilà, et à ce moment-là, ce n'est plus ni le bout de charbon, ni le diamant taillé, ni le diamant qu'on offre à l'autre. À ce moment-là, seul reste l'éclat du diamant et la pierre elle-même n'existe plus. Donc, il n'y a plus que l'éblouissement de la pierre, en fait. Donc, et à un moment même, l'éblouissement est tellement énorme qu'on ne sait plus discerner le haut du bas, la gauche de la droite, le devant du derrière. Donc, l'idée de l'ego sublimé, c'est ça que ça signifie. Les égos doivent être équilibrés et suivre une certaine chronologie. Ça, c'est important. Vous avez en tête donc les 4 égos, donc natifs, réalisés, serviteurs et sublimés. Faut pas aller trop vite en besogne. C'est-à-dire que si on met son ego serviteur avant son ego réalisé, c'est-à-dire si on pense à l'autre avant de se réaliser soi, eh bien, vous pouvez obtenir des comportements qu'on observe surtout, par exemple, dans le monde hospitalier, dans le monde, par exemple, de l'humanitaire. Ce sont des gens qui se dévouent tellement aux autres, en fait, qui s'épuisent, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un épuisement professionnel, vous en connaissez peut-être, c'est-à-dire des gens qui font des burn-out parce qu'ils sont dans un tel don de soi, parfois au détriment d'eux-mêmes, que finalement, ils s'épuisent et ils tombent, en fait. Hein. Personnellement, je connais différentes personnes qui ont vécu ce type de mésaventure. C'est-à-dire qu'ils ont posé l'ego serviteur avant l'ego réalisé, parce que l'ego réalisé, à un moment, il aurait fait clignoter une lumière en leur disant « tu es peut-être sur ta voie, mais en tout cas, tu vas trop loin ». Et donc, à un moment, il y a un rééquilibrage à opérer. Si tu veux continuer à servir comme tu le fais, il faut que tu lèves le pied. Donc, cette notion d'équilibre, c'est important. Et également l'ego sublimé. Parfois, il y a des gens qui se disent « ah bah si je dois aller du côté de l'ego sublimé, je vais y aller direct. Je vais aller franco, sans nécessairement passer par l'ego sublimé, par l'ego réalisé ou l'ego serviteur. » Donc, ils attaquent directement des méditations de très haut niveau. Et à ce moment-là, bien ils finissent perchés en fait. Hein. C'est-à-dire que on vit des expériences peut-être, des expansions de conscience peut-être extrêmement marquantes. Certains font des expériences de l'ayahuasca, pourquoi pas du chamanisme et ce type de choses. Donc ils vivent ce que l'on appelle des tripes, sauf que certains y restent en fait, hein, et ont du mal à redescendre. Donc soit ça peut être une fuite, soit ça peut être également un état qui dure plus longtemps que prévu et on a du mal à redescendre. Donc, méfiance par rapport à ça. Donc, si on dit que l'ego est une encre, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a le mariage de la terre et du ciel, comme on dit dans le taoïsme. C'est-à-dire vouloir aller au ciel très bien, mais par étapes. Et notamment, faut pas faire n'importe quoi trop vite.
quelles sont les techniques qui nous permettent d'avancer sur la voie de l'ego. Et en fonction finalement de là où on pense être, c'est ça qui est intéressant, c'est presque comme une carte routière. Eh bien, j'ai positionné sur ce qu'on appelle un mapping, c'est-à-dire une projection, les techniques qui permettent d'avancer sur chacun des cadrans. D'accord? Il y a 4 cadrans. Et donc, l'idée, c'est de savoir globalement où on se situe. Et dans le bouquin, l'idée, c'est d'avoir quelques idées d'outils, certains détaillés, d'autres pas, qui permettent d'avancer sur le cheminement et la voie de son ego, que j'appelais l'ego Tao, parce que Tao, ça veut dire la voie. Donc, la voie de l'ego, c'est l'ego Tao. Et voilà. Et donc, selon l'endroit où on se trouve, eh ben, on aura intérêt à travailler tel ou tel outil. Et au centre, vous voyez, il y a une sorte de sphère au centre des 4 cadrans. Ça, ce sont des outils que vous pouvez utiliser, quel que soit le cadran dans lequel vous vous trouvez. C'est quelque chose qui pourra vous aider à avancer. Notamment, évidemment, la méditation, évidemment, le retour à la nature. La nature est un maître enseignant, en fait, et vous ressource même sans savoir comment ça marche. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de se ressourcer en forêt, etc., parce que la nature recharge les batteries et réaligne tout ce qui doit être réaligné. Dans le taoïsme, on appelle ça donc réaligner donc le microcosme sur les lois du macrocosme. Donc voilà. Prendre le temps, cette notion du ralentissement, du rapport au temps aussi, qui est essentiel. Parce que de toute façon, si ça va trop vite, l'ego, vous ne le verrez pas. De toute façon, et la petite voix, vous ne l'entendrez pas. Donc ce rapport au temps, c'est également une clé de réussite pour ceux qui veulent avancer sur la voie de la réalisation personnelle et collective. L'alimentation, ça, c'est aussi différent en Occident, où on a un peu tendance à manger n'importe quoi. Et comme le disait Hippocrate et comme le disent les médecins taoïstes, vous le savez, dans ce cercle, c'est une banalité de le dire, mais l'aliment est le premier médicament. Donc, ce qu'on appelle le discernement alimentaire, c'est-à-dire pas manger n'importe quoi, ça peut aussi vous aider à avancer sur ce carré de l'ego. Pourquoi? Parce que, notamment dans la médecine chinoise et taoïste, eh bien, les aliments ont un impact sur les émotions, sur les sentiments, sur ce que l'on ressent, etc., sur les organes, sur plein de choses. Donc ça, ce serait une autre conférence. On peut éventuellement l'évoquer si vous avez des questions là-dessus. Mais il y a un lien évident entre le corps et l'esprit, entre l'alimentation et les émotions, notamment, et le psychisme. Les arts énergétiques, bon, donc ma tradition, moi, c'est le Qigong, mais enfin, pour vous, ça peut être le yoga, ça peut être autre chose. Et puis l'Empire du Sens aussi, qui est un jeu que j'ai développé notamment dans le bouquin. Tout ce que je vous ai raconté ce soir a vocation à être oublié. Si vous êtes dans l'alignement de vous-même, vous n'avez même plus à y réfléchir. Et c'est pour ça que Chuang Tzu parle du ver de terre, donc il prend vraiment quelque chose qui est presque méprisable, en disant que le ver de terre en sait peut-être bien davantage que nous sur ce qu'est le bonheur peut-être en tant que tel, dans la mesure où il est ce qu'il est à être, sans forcément se prendre la tête, parce qu'il n'a pas besoin d'y penser en fait. Vous savez, c'est Picasso qui disait « J'ai passé toute ma vie à essayer de peindre comme un enfant de 6 ans ». Pourquoi? Parce qu'un enfant de 6 ans, il n'a pas besoin de réfléchir à qui il est dans la spontanéité absolue. Et le but du jeu, finalement, de la voie de l'ego, c'est d'être ce que l'on est sans avoir à y penser, dans la spontanéité de notre être. La notion de bien et de mal, déjà, ça, c'est très occidental, c'est très judéo-chrétien, en fait. Dans la tradition taoïste, la notion de bien et de mal est très relative, en fait, et beaucoup plus relative qu'en Occident. Et c'est ça que j'apprécie dans le taoïsme, parce que vous avez tous le yin-yang en tête. Vous savez, il y a le petit point noir dans le blanc et le petit point blanc dans le noir. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, lorsque vous avez un défaut, par exemple, et il y a des exercices dans ce livre-là, allez chercher la lumière du défaut. Quelle est la lumière qui réside dans le défaut? Si, par exemple, vous êtes en colère, vous mettez en colère, la lumière de la colère, peut-être, c'est une volonté de justice, par exemple. C'est-à-dire, moi, ce qui me met en colère, c'est l'inégalité de la répartition des richesses entre les pauvres et les riches. Donc, on voit la colère, donc on pourrait dire que c'est mal connoté, et que c'est connoté et mal apprécié, sauf que derrière, il y a une pulsion de lumière qui est derrière, qui est une volonté de justice. Donc, tout l'apprentissage, notamment taoïste, du bien et du mal, c'est d'apprendre à voir la qualité dans le défaut et aussi le risque dans la victoire, par exemple, ou ce que l'on croit être, par exemple, une qualité peut devenir un défaut. Et aujourd'hui, pour les taoïstes, c'est très compliqué de dire ce qui est une qualité et ce qui est un défaut, ce qui est une victoire et ce qui est une perte. François Ier, par exemple, vous avez tous en tête, a gagné Marignan en 1515. Les historiens sont d'accord pour dire que après sa victoire en Italie, il a eu une tête grosse comme ça, et le reste de son règne a été une catastrophe. Donc, est-ce que Marignan est une victoire ou une défaite?
Vous voyez, donc, et j'ai tas d'histoires à vous raconter là-dessus. Chuang Tzu qui parle d'un cheval qui arrive avec un paysan. Chuang Tzu, ça a 2500 ans. Est-ce que le fait que ce cheval arrive dans la ferme de ce paysan, c'est plutôt une opportunité ou un risque? Et donc, Chuang Tzu, il y a 2500 ans, il racontait que ça peut être ou tout l'un ou tout l'autre. Donc, donc concrètement, donc déjà, ça relativise cette notion de bien et de mal pour dire déjà, si on raisonne en termes de bien et de mal, déjà on commence à séparer et à créer des dualités qui peut-être n'existent pas. La dualité dans le taoïsme n'existe pas. On parle de bipolarité et pas de dualité, et en plus de bipolarité dynamique. C'est-à-dire que, en fait, c'est le principe du yin-yang, tout bouge tout le temps et tout nourrit l'autre, en fait. Le bien nourrit le mal et le mal nourrit le bien. D'accord? Et c'est quelque chose qui tourne comme ça. Et en fait, la grande idée du taoïsme, c'est par exemple, de transformer un défaut en avantage, en qualité. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont extrêmement paresseux. Donc, on pourrait se dire que la paresse, finalement, donc vous voyez, on catégorise et on range la personne directement dans la catégorie du mal, la paresse. D'ailleurs, la paresse, c'est l'un des sept péchés capitaux. Eh bien, pour le taoïste, il se dit, celui qui est paresseux, peut-être que c'est justement parce qu'il est paresseux qu'il sera particulièrement créatif, et donc il va inventer des trucs complètement dingues. C'est Gaston Lagaffe, parce qu'il est particulièrement paresseux, et donc il sera doublement créatif, justement, pour en faire le moins possible. Donc, est-ce que la paresse, pour le coup, est un bien ou un mal? Vous voyez comment je vous fais rentrer dans la relativité d'un concept que le mental voudrait, finalement, parce que c'est très rassurant, on contrôle tout. Donc, catégoriser en blanc, en noir, et finalement, c'est extrêmement confortable. Dans la vie, et le principe de nature du taoïsme, c'est pas du tout ça. C'est dans la paresse, il y a des choses qui sont intéressantes. En revanche, il y en a d'autres qui sont plus risquées. Donc, vois le risque dans la victoire et vois l'opportunité dans la défaite. D'accord? Donc, déjà, on commence à relativiser beaucoup de choses et à quitter les terres rassurantes de nos référentiels judéo-chrétiens. Après, je crois que ce qui est bien, c'est ce qui nous fait avancer. Ce qui est bien, c'est ce qui fait circuler l'énergie. Alors là, je vais vous faire une réponse de corps et pas une réponse de tête. Ce qui est bien, c'est ce qui vous apporte de la joie. Ce qui est bien, c'est ce qui vous met en bonne santé, qui maintient la bonne santé de votre corps. Voilà comment un taoïste répondrait, vous voyez. Ce qui est mal, c'est ce qui vous vide en énergie. Ce qui est mal, c'est ce qui raccourcit votre longévité, votre espérance de vie. Ce qui est mal, c'est ce qui vous empêche d'être vous. Vous voyez, je réponds très différemment de ce que un canon judéo-chrétien pourrait vous dire, en fait. Et rien n'est absolu. Et en plus, la réponse, c'est pas une réponse qui est dans les textes, c'est une réponse qui est dans vos cellules, qui est dans votre corps. Et en fait, c'est la raison pour laquelle on ne pourra jamais écrire ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que, par exemple, il y a une musique qui, pour vous, vous ferait du bien, qui, pour moi, en fait, me viderait de mon énergie. La musique, elle est bien ou elle est mal? Elle est bien pour vous, elle est mal pour moi. Vous voyez comment on commence à rentrer dans le territoire de la relativité. Bienvenue chez Einstein, où finalement, vous découvrez que la voix, votre voix, elle est quasiment unique, en fait. Elle est unique parce que c'est la voix de votre corporalité. Et en fait, le taoïsme et les arts énergétiques nous enseignent que la réponse, ce sera pas une réponse de tête, ce sera une réponse vibratoire, en fait, et énergétique. Et c'est celle-là qui est bonne. Je m'explique. Encore un exemple. Vous voyez, là, on est en freeride, là, donc en inspiration complète. Il y a par exemple, vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas. Eh bien, pour certains, ce sera une personne intéressante à fréquenter, et quelqu'un d'autre pourra vous dire, je la sens pas du tout. D'accord? Est-ce que cette personne est bien ou est-ce que cette personne n'est pas bien? Ça dépend des gens, en fait. Ça dépend de sa perception. Ça dépend même de sa fréquence vibratoire, en fait. Et donc, il y a des bonnes personnes en fonction de certaines personnes, il y a de mauvaises personnes en fonction d'autres, en fait. Parfois, on me pose la question, pourriez-vous me communiquer un bon enseignant de Qigong? Et comme Solon, à propos de la Constitution, Solon, c'était il y a 2300 ans dans la Grèce antique. On lui demandait, mais quel est, Solon, ô grand sage Solon, pourrais-tu nous donner une bonne Constitution pour les humains? Je dis pas pour les hommes, pour les humains. Et Solon répondait, dites-moi pour quel peuple et à quelle époque. Eh bien, de la même manière, moi, je ne peux absolument pas conseiller un enseignant de Qigong à quelqu'un dans la mesure où je ne sais pas ce qu'il recherche.
Et il y a peut-être par exemple, un enseignant donnera complètement satisfaction à quelqu'un à qui je recommanderai cette personne-là, cet enseignant. En revanche, quelqu'un d'autre me dira, tu sais, la personne que tu m'as recommandée, je la sens pas du tout pour telle ou telle raison. Et à la limite, il n'a même pas de raison à m'apporter. Il pourra me dire, je l'ai pas du tout senti. J'ai rien à dire. C'est ni bien ni pas bien. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même la notion de vérité est très relative. Donc, et c'est la raison pour laquelle nul autre que vous-même sera à même de savoir si vous avancez ou pas sur votre voie de l'ego. Et on pourrait être tenté de dire, est-ce que tu penses que j'ai fait des progrès sur ceci? Non, c'est vous qui saurez si vous avancez ou pas, selon que vous dormez mieux, selon l'état de vos rêves, selon la vibration que vous ressentez à l'intérieur de votre corps, selon la joie qui est la vôtre ou pas. Comment quelqu'un d'autre pourrait décrire la joie que vous ressentez en même temps que vous écoutez cette conférence? Personne. Donc, cette appréhension du bonheur, cette appréhension de la vie, de la vérité et même de l'ego en tant que tel, il n'y a que vous qui puissiez l'appréhender. Et c'est la raison pour laquelle, et je conclurai peut-être comme ça cette conférence, le taoïsme nous enseigne l'idée très forte, je ne pensais pas conclure là-dessus, mais je pense que c'est la bonne conclusion, nous rappelle quelque part que en chacun de nous réside un maître et que vous êtes votre propre maître et vous êtes votre meilleur maître. Voilà. La révélation, elle est là, et à la toute fin, n'allez pas chercher ailleurs ce qui est déjà en vous. Et l'ego nous rappelle ça aussi en ultime intention. Voilà, je pense que je vais finir là-dessus parce que ce sera mon point d'ordre.